Logiquement, ça devrait être bon. Ouais, normalement, c'est bon. Ouais, bah on va attendre peut-être 30 secondes qu'un peu des gens de se connectent un petit peu de nos trois comptes. Ok. Voilà, si vous pouvez juste introduire et dire bah, de quoi il va s'agir concrètement là pendant cette grosse demi-heure qu'on va passer ensemble. Ok, bah du coup, là, on rencontre Marc-Antoine pour qu'il nous parle un peu de son métier, de ce qu'il fait et de son quotidien en tant que senior data scientist chez Suez. Voilà. Ok. Dans le cadre de Horizon IA, qui est un peu la découverte des métiers de l'IA et de la data. Exact. Bon, du coup, beaucoup de questions qui vont avoir un lien évidemment bah, avec le métier, mais aussi avec le secteur en général, parce que bah, l'IA finalement, on en parle beaucoup, c'était un peu mal connu ou méconnu en tout cas. Donc, on va en profiter hein, pour poser pas mal de questions, voilà, pour mieux savoir de quoi il s'agit et mieux savoir aussi comment ça va évoluer, parce que je pense que finalement, c'est jamais statique. Et voilà, l'idée, c'est vraiment d'intéresser les gens. Il y aura aussi un replay hein, qui sera disponible du coup, sur le compte d'AI for Tomorrow. Et donc voilà, bon, ratisser large, des étudiants en école de commerce, en école d'ingénieur, de formation. Donc plein de profils différents. Ok, bah écoutez, bah moi je vous laisse commencer avec peut-être deux petites questions de présentation générale du domaine. Ok, bah du coup, Marc-Antoine, est-ce que tu peux un peu nous présenter ton parcours, ce que tu as fait? Ouais, bien sûr. Je présente mon parcours. Ouais, Oui, C'est ça? oui. Ok. Non, 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 ça, c'est non, non, mais très bonne question, très bonne question. Donc voilà, moi je m'appelle Marc-Antoine, donc comme vous le disiez, je suis senior data scientist aujourd'hui. Je pense qu'on reviendra un petit peu sur les labels, ce que ça veut dire, ce que ça veut pas dire. Je pense que c'est un peu flou tout ça aujourd'hui. Ben, essentiellement, moi j'ai fait des maths à l'école. J'ai vu que vous aviez mis un bout de mon CV, c'est parfaitement flippant sur le flyer là. Donc j'ai une thèse, ça c'est vrai. J'étais à terre, ça c'est vrai, mais c'est pas un truc que je dis spécialement. Hein. Ça veut dire assistant temporaire d'enseignement et de recherche. Hein. C'est des contrats qu'on file aux types quand ils doivent finir leur thèse. ok. Après ça, j'ai fait du conseil parce que voilà, moi j'avais fait beaucoup de stats très mathématiques. Je développais un petit peu, mais de manière très tout seul, quoi, en labo, comme la plupart des gens ont pu connaître ce type d'expérience-là, quand enfin, on est beaucoup tout seul et puis on fait pas forcément les choses bien. Et je suis sorti de la faculté, j'étais un peu vieux et je connaissais absolument rien du monde du privé. Donc je me suis dit, une bonne idée, c'est de faire du conseil. Comme ça, en 2 ans, je vais voir, ou en un minimum de temps, je vais voir un max d'entreprises différentes, je vais voir si ça me plaît, si ça me plaît pas, ce qui m'intéresse pas. Donc voilà, c'était assez cool. J'ai fait ça donc 2 ans. Après ça, moi j'avais le sentiment en fait d'avoir appris beaucoup de théorie, d'avoir appris un peu de business, un peu de claquettes conseils quoi. C'était pas mal, hein, mais voilà. Et puis je manquais un bout un peu technique dur que je voulais avoir. Donc là, j'ai cherché plutôt dans le milieu startup parisien. Voilà, j'ai bossé Ok. 1 an et demi, 2 ans dans une startup qui s'appelle Tiny Clues, avec une équipe qui était très très bien. Voilà, c'était un moment où c'était l'occasion justement de pas mal creuser un tas de choses techniques qui étaient parfaitement intéressantes. Et après ça, donc je faisais du targeting pour le marketing. Et moi, je voulais me rapprocher de secteurs qui étaient plus industriels, quelque chose de, enfin, on en pense qu'on veut, mais j'avais envie d'être près de quelque chose de plus concret. Je sais pas comment décrire ça autrement. Donc j'ai bossé pour une boîte qui fait du parfum, enfin du parfum et des goûts, Ok. très exactement, pendant un moment. Ouais, Et maintenant bon. chez Suez. Ok, d'accord. Et voilà. Et tout ça en une personne et en une vie. Pas mal. Oh, on a un début de vie, attends, sois gentil quand même, il me reste Ah pas ouais. mal de temps. Je sais que vous avez mis senior et tout, je sais que c'est un truc pour étudiants, mais je suis loin d'être au bout. Ouais, je te Je sais que j'ai peut-être pas l'air hyper en forme, mais non, 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 il me reste au moins une bonne vingtaine d'années. Ok. Ok, ok. Bah, est-ce que tu pourrais justement un petit peu nous résumer en quoi consiste, bon, enfin, c'est très compliqué, mais de manière générale, un peu l'IA, concrètement l'IA, parce que les écoles de commerce en parlent d'une manière, les écoles d'ingénieurs en parlent un peu d'une autre. On parle des fois de management de l'IA, après il y a l'IA un peu la partie un peu plus technique, voilà, que les commerciaux maîtrisent moins. Voilà, concrètement, comment on pourrait en parler en des termes un petit peu concrets pour des étudiants? Ok.
Je sais, alors je vais essayer. Maintenant, ça vaut ce que ça vaut, Pas hein. évident, hein. L'IA, personnellement, je sais pas ce que c'est. Ça a été un fantasme, ou même peut-être qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont dire que c'est une voie de recherche, hein, ça là-dessus, je suis pas compétent. Dans les années 60, on voulait créer des choses qui étaient des humains, mais en silicone. Je pense pas qu'aujourd'hui on sache faire ça, donc je sais pas vraiment ce qu'on met derrière IA, si c'est ça qu'on sous-entend. Donc là-dessus, je pourrais pas vous répondre. Ensuite, aujourd'hui, moi, ce que je connais, c'est que il y a deux choses. Déjà, il y a un aspect, c'est le fait que la donnée et, disons, une certaine forme de rationalisation par rapport à l'observation est devenue un truc partout. C'est pas du tout un truc récent, hein. Ça date pas des 3 dernières années, c'est pas une nouveauté. Mais en fait, le simple fait qu'on a tous de plus en plus de machines, des machines de plus en plus puissantes, que toutes les boîtes s'embêtent de plus en plus à monitorer de plus en plus de choses, fait que ce type de raisonnement-là, qui sont pratiqués par plein de gens, pas uniquement par des data scientists, hein, qui sont pratiqués par plein de gens dans plein de métiers, dans des côtés plus ou moins business, plus ou moins techniques, sont devenus un standard. Et donc là-dessus, il y a un artisanat qui s'est créé, qui est cette histoire de data, ce que vous voulez, data truc muche, data science, data. Ça, c'est un aspect. Et puis un aspect un peu plus maths dur ou info dur, je sais pas, ça dépend comment vous le voyez, qui est ce qu'on appelle le machine learning. Et le machine learning, en fait, c'est se dire que il y a des phénomènes qui sont tellement compliqués que notre approche pendant très longtemps, l'approche de notre espèce, hein, les humains, qui consistait à dire on pose une théorie, cette théorie elle permet de prédire des choses, on regarde à quel point la théorie elle prédit bien par rapport à ce qu'on observe, et puis on boucle comme ça marche très bien, hein, heureusement, on fait les avions comme ça. Hein. Faudrait pas me demander de faire un avion, hein, enfin moi je volerais pas dedans. Mais en tout cas, cette théorie-là, elle a des limites en fait sur un certain nombre de procédés qui sont trop compliqués. Quand ça devient trop compliqué, en fait, vous n'êtes pas capable de les capter en posant des équations, en disant A donc B donc C. Donc ce que vous faites, c'est que vous récupérez une tétrapalanquée de données et vous dites cette relation entre ce qu'il y avait en entrée et ce qu'il y avait en sortie, elle doit être contenue dans ce tas de données-là. Okay. Et ensuite, vous avez toute une école de pensée en fait qui dit, algorithmiquement, est-ce qu'on peut construire des choses qui prennent en fait ces données-là et qui vont imiter ce qui se passe. Et à partir du moment où elles savent imiter ce qui se passe, est-ce qu'on peut utiliser ces imitateurs de ce qui se passe pour prédire, pour mieux réagir dans des situations? Voilà. Je sais pas si ça répond, mais. Ok. Donc en fait, c'est peut-être recréer sous forme un petit peu, on va dire, automatique, un schéma qui s'est fait et qui s'est confirmé à plusieurs reprises pour automatiser ça et peut-être gagner du temps et libérer de la main-d'œuvre sur d'autres thématiques, si j'ai bien compris. Sur le machine learning, ouais, c'est une façon de le voir. Donc, typiquement, quand on vous regardez les trucs de vision à la mode, c'est toujours pareil. Sur les grosses bases de données, vous avez plein d'images qui sont annotées. En fait, si vous demandez à un ornithologue de reconnaître des oiseaux, il sait le faire. Enfin, c'est pas un savoir qui est. Mais par contre, l'automatiser, pendant très longtemps, en fait, quand on avait des approches qui étaient des approches mécanistes, on essayait de lire les pixels, de faire des box, etc. On n'y arrivait pas. Et à partir du moment où, en fait, on a compris qu'on pouvait juste ingérer des tonnes et des tonnes d'images avec leur label et que on avait des trucs assez plastiques pour pouvoir s'adapter à ça. C'est là où il y a eu une percée de ces trucs de machine learning. Enfin, c'est pas la vision en particulier, hein, mais c'est cette approche-là en tout cas qui a réussi à passer. Ok. Et moi j'avais une petite question aussi qui me taraudait, c'était du coup tu as parlé un petit peu très rapidement de 2-3 métiers. Il y a combien de métiers un peu dans ce domaine-là? Je pense qu'il doit y en avoir un paquet, mais on va dire peut-être les métiers, je sais pas, les métiers principaux, les métiers stars qu'on peut faire après un bac+5 en général. Alors, je suis incapable de dire il y a des boîtes, et ces boîtes-là, elles s'appellent A, B, C, et en vrai, je pense que le marché n'en est pas capable. Vous allez voir que si vous changez de boîte en fonction de votre interlocuteur, des choses qui sont des fois similaires ont d'autres noms. Et à l'inverse, sous un même nom, ils ont des attentes qui sont complètement différentes. Ce que je sais, c'est que dans ce vocable de data scientist, il y a un peu de tout. Il y a des gens aujourd'hui qui vont être très proches de sujets qui étaient des sujets qualifiés de business intelligence il y a 10 ans. Quoi. Donc en fait, je prends un tas de données et j'émets du reporting ou du reporting dans un sens qui peut être noble, hein, mais du reporting, j'essaye d'agréger un tas de données pour donner une vue correcte de ce qui s'est passé. Ça, c'est un premier type de métier. Ensuite, vous avez un autre type de métier, donc dans ces aspects plus machine learneux, qui vont être encore divisés entre deux types de profils, plus qu'entre deux métiers bien délimités aujourd'hui.
Alors, il y a des gens qui disent ML engineer versus data scientist, etc. En vrai, il y a des boîtes qui disent ML engineer, des boîtes qui disent data scientist, des boîtes qui disent les deux. Google fixe pas mal la nomenclature. Eux, ils disent ML engineer en ce moment. Apple se met à dire IA engineer. Enfin, je ne sais pas. Mais par contre, vous avez des gens qui sont plus côté maths, je dirais, ou modèle, ou cette approche-là. Et puis, il y a des gens qui sont plus côté computer science, développement. Il y a une guéguerre infinie de qu'est-ce qui est le mieux, j'en sais absolument rien. Il y a de la place pour tout le monde, mais in fine, c'est au quotidien pas forcément le même type d'activité. Voilà. Et donc, vous allez avoir souvent derrière le vocable ML Engineer plutôt des gens qui sont plutôt côté développement. Et sur des vocables data scientist, vous allez avoir plutôt des gens qui sont côté plus maths. Je sais pas, hein, j'aime pas trop résumer le truc comme ça, mais voilà. Et puis ensuite, vous avez tout un spectre dit de data engineering. Vous allez aussi retrouver des étiquettes comme ML Engineer, enfin voilà, qui sont là vraiment plus des profils de développement sur des stacks qui sont beaucoup plus modernes et où le sujet, ben, c'est bel et bien des questions d'opération, des questions d'automatisation, de flux de données, des choses comme ça. Ok. Non, c'est carré. Ça aide pas beaucoup, hein, je suis désolé, Non, mais non, en fait, la question. Non, en vrai, moi, ce que j'allais dire, c'est que c'est très tourné du coup science, c'est-à-dire en gros, est-ce que c'est vraiment des profils en gros scientifiques souvent qui se retrouvent là-dedans? Est-ce qu'il y a d'autres profils? Est-ce que, je sais pas, des profils un peu littéraires? Parce que nous, il y a beaucoup d'étudiants qui regardent sûrement. Voilà, est-ce que c'est aussi un peu des profils littéraires qui peuvent intégrer ce domaine-là? Est-ce qu'il y a des profils un peu plus commerciaux ou c'est vraiment très tourné science? Ce que je pourrais comprendre aussi, évidemment, vu que c'est un domaine très pointilleux. Non, non, alors, en fait, là-dessus, la règle est assez simple. Si, par exemple, tu as un profil littéraire, pourquoi pas, sans aucune compétence technique, ça reste un métier qui est souvent un métier technique. Enfin, le métier qu'est le mien, hein, ou le métier que je côtoie directement. Il y a des métiers autour, typiquement dans le conseil, typiquement dans la réflexion stratégique autour de la donnée, qui sont pas des métiers techniques, hein, et sur lesquels ils cherchent des gens. Enfin, c'est pas du tout mon propos. En tout cas, dans le scope que je connais, c'est plutôt des métiers techniques. Mais par contre, comme en fait la plupart des métiers techniques, surtout aujourd'hui, c'est pas nécessaire d'avoir fait des études techniques tellement pour y accéder. Vous avez plein de façons d'y accéder. Typiquement, ben, je pense que un des standards aujourd'hui, c'est Kaggle. Enfin, depuis longtemps maintenant. Kaggle, ils organisent des compétitions de données depuis très longtemps. Ils ont un statut qui est un truc, je crois que ça s'appelle Grand Maître. C'est trop stylé. Et donc, Grand Maître sur Kaggle, il y a des gens qui viennent de la psychologie. Mais juste qui, en fait, ont décidé ben, que ça les intéressait, de mettre les mains dans le cambouis, etc., etc. Donc, si la question c'est, est-ce qu'il est nécessaire absolument d'avoir une formation d'ingénieur pour apprendre ces éléments techniques-là? Aujourd'hui, je crois pas. Par contre, est-ce que ça va demander des efforts, un investissement en temps, en énergie? C'est sûr que oui. Et ensuite, est-ce qu'il existe des métiers non techniques connectés à la donnée? Oui, il en existe. Je suis pas du tout la bonne personne pour en parler. Enfin, je peux essayer, mais ça va être une catastrophe. Ok, d'accord. Très bien. Mais justement, une petite question. Nada, si tu as des questions, n'hésite pas, hein, parce que moi j'en ai quelques-unes, mais c'est aussi, n'hésite pas à les poser. Hein. Ouais, vas-y. Mais du coup, enfin, vous avez beaucoup parlé de data scientist et de machine learning engineer. Faut me tutoyer, hein, je vous tutoie. Oui, On se ah oui, tutoie, hein. ah, mais j'avais pas fait exprès. Mais du coup, enfin, pour toi, enfin, c'est quoi la principale différence dans une boîte où on retrouve les deux intitulés justement? Les deux intitulés, c'est-à-dire Oui, data scientist et ML engineer, oui, c'est tout assez à fait. rare aujourd'hui. Hein. Ok, T'as un exemple de boîte, en fait, j'en connais assez peu. Il y a des boîtes, typiquement, je pense que le titre de data scientist, je suis pas sûr qu'il existe dans une boîte comme Google. ok, Il a existé, mais je sais pas s'il existe encore, parce qu'en fait, c'est une boîte de développeurs. Enfin, non, il y a des couches qui sont pas bien sûr qu'il y a des couches business, etc. Mais en tout cas, ce que j'en connais. Et donc là-dessus, ils vont plutôt avoir ce titre-là pour dire que c'est plutôt des gens avec une connotation développeur, mais qui connaissent les sujets de machine learning. Vous avez des boîtes en fait où en fait qui sont peut-être un peu moins à la mode ou qui cherchent moins à l'être, où le titre de data scientist c'est encore celui qui est utilisé, et puis peut-être qu'il changera l'an prochain ou dans 2 ans, j'en sais absolument rien. Mais dans l'absolu, on peut complètement imaginer. Il y a une analogie que je prends souvent, c'est l'analogie de la banque il y a une dizaine d'années, de la banque où il y avait plein de formations, il y en a encore plein, hein, pour former des quants en France, c'était un gros sujet. Vous aviez les deux types de gens. Vous aviez des gens qui venaient de M2, de quant, etc., qui faisaient pas mal de maths, qui lisaient des articles, qui écrivaient des modèles, qui développaient un peu.
Et puis vous aviez des gens beaucoup plus dev qui étaient là pour, si ce n'est repasser derrière, mais pour, disons, pousser d'un cran certaines implémentations, aller chercher la milliseconde, etc. Ce qui n'était pas du tout la formation des premières. Et donc cette dynamique-là, vous allez pouvoir la retrouver encore aujourd'hui, quoi. Vous allez encore voir. J'ai vu économétrie, j'ai eu peur. Et donc vous allez avoir encore ça, c'est-à-dire vous allez avoir des gens en fait dont le rôle va être plus axé vers le développement, des gens plus vers la modélisation d'un problème business, et les deux peuvent travailler ensemble. Et là, vous pouvez peut-être retrouver les deux vocables. Ok, d'accord. Oui. Et mais par exemple, enfin toi dans ton quotidien en tant que data scientist, quelles sont les missions que tu es amené à faire et enfin quels sont les challenges que tu rencontres au quotidien? Ok, c'est une question préparée, ça. Ok, les challenges que je rencontre au quotidien, ça on va la sauter. On est tous confinés depuis 1 an et demi. Je pense que les challenges du quotidien, on peut faire abstraction, mais en tout cas, ce qui est mon quotidien, donc moi je travaille au sein d'une équipe qui va attaquer des problématiques qui sont des problématiques réelles pour Suez, qui ont trait soit donc au traitement de l'eau, soit au traitement des déchets. Et moi, au sein de cette équipe, ben, je peux en fait attaquer certains sujets, et j'ai aussi un rôle, disons, plus dev justement, où le but c'est aussi d'accompagner mes collaborateurs sur nos outils, notre plateforme, la façon qu'on a de développer, la façon qu'on a de, 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 d'écrire plus de code, de pousser en production, les choses en production, la façon dont on pense les opérations, les cycles de rentraînement, ce genre de choses. Ok. Alors, j'ai raté pile la question que je voulais poser. Sur le quotidien, Ouais, 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 mais c'est dur comme question. Vous avez pas un truc un peu plus précis que mon quotidien? Parce que mon quotidien, Euh, le matin, je me lève, le matin, je travaille, le midi, je mange. non, Enfin, non, et ben, en fait, quand les gens me Enfin, sur répondent les ça, missions, typiquement, les missions bah ouais, que enfin, tu peux faire, les et, projets, combien ça prend de temps, on enfin, peut, comment ça se passe et ouais, tout. ok. Typiquement, donc bon, la façon dont les projets sont sourcés, elle va bouger de boîte en boîte. Chez Suez, il y a un double sourcing. Il y a un sourcing via ce qu'ils appellent le Digital Hub. Donc, en fait, c'est des gens qui soumettent à une entité corp une idée de projet, ou même plus qu'une idée, un projet à développer. Et puis, vous pouvez avoir, en fait, aussi dans l'entrée de projet, en fait, par des décisions qui sont plus le souhait stratégique de la boîte d'aller dans telle ou telle direction. C'est des sujets en fait qui vont avoir lieu très typiquement. On en a deux dont on parle. On en a un qui s'appelle Calm Network, qui est un projet qui a trait au traitement de l'eau. En fait, c'est la capacité à intégrer de l'IoT dans des modèles de machine learning pour en fait prévoir ou pour aider à maintenir des canalisations de circulation de l'eau. On peut y avoir des phénomènes en fait de pression qui peuvent les détériorer. C'est assez important en fait qu'on n'ouvre pas les trottoirs en deux tous les jours. Ou alors vous avez des projets. L'autre projet dont on peut parler aussi, c'est non-conforming waste. Donc là, par exemple, vous déversez des déchets en sortie d'une benne avant qu'ils soient triés, etc. Vous voulez détecter en fait des déchets immédiatement par caméra qui sont pas OK, qui passeront pas. Je sais pas, typiquement un matelas. Un Ok. matelas, vous pouvez pas le mettre sur votre convoyeur, ça va tout foutre en l'air. Vous pouvez pas faire ça. Et donc sur un projet comme ça, une fois qu'on a décidé de le faire, il y a un premier cycle de développement, souvent, alors chacun appelle ça comme il veut, POC, MVP, enfin, un premier cycle en fait où on se dit, on essaie de développer quelque chose, on essaie de pas mettre trop d'argent en fait sur un premier développement parce qu'on prend un risque dans le développement qu'on est en train de faire, parce que on se dit, on pense que c'est possible, bien sûr, mais on n'est pas capable de chiffrer quoi que ce soit, on ne sait pas à quelle précision on va arriver, on n'est pas capable de calculer un ROI. Enfin, vous pouvez toujours projeter des choses, mais en vrai, voilà. Donc, vous allez faire ce premier cycle-là. Ce premier cycle-là, il va vous permettre d'obtenir des vrais résultats, souvent dans un cadre très limité, sur une usine, sur un point, etc. Ces premiers résultats, ils vont vous permettre en fait de chiffrer à quel point c'est intéressant ou pas d'aller plus loin. Ça se fait de manière relativement ad hoc. Alors ad hoc avec beaucoup d'outillage. Maintenant, on commence à avoir vraiment des plateformes, un tas de choses pour vous aider. Ça ressemble plus à ce que c'était il y a 10 ans, quoi. On était sur sa machine et on faisait. Maintenant, on commence à avoir des structures assez étoffées pour ça. Et donc, une fois que vous avez passé cette phase-là, vous évaluez la qualité de votre projet.
Et si jamais la qualité est jugée intéressante par rapport au gain, par rapport à l'intérêt du groupe pour faire ça, il est passé donc en production, c'est-à-dire déployé partout, c'est le but. Et là, vous allez avoir souvent donc des profils plus ML engineer, data engineer qui vont intervenir, qui vont prendre ce que vous avez développé, l'amener dans les environnements classiques de l'IT, quoi, qui vont vous dire, bah, la prod, on déconne pas, pardon, on fait pas n'importe quoi, il faut que les trucs, ils tombent pas, on peut pas se permettre de faire tomber l'appli de Jean-Marc, parce que Jean-Marc, il en a besoin pour travailler tous les jours, donc vous pouvez pas vous permettre de faire ça, et ils ont raison. Donc là, vous rentrez dans d'autres types de conditions, il y a de la sécurité, il y a un tas de contraintes en plus. Donc vous poussez ça jusque-là, et puis vous allez arriver ensuite vraiment au run, c'est-à-dire Jean-Marc, tous les jours, il va pouvoir consulter votre système, souvent de manière très masquée, hein, on lui expose ça à travers un bouton, quelque chose comme ça. Et puis vous allez avoir quelqu'un en fait qui va être en charge de monitorer que tout se passe bien. C'est Ok. complet, hein. Et justement, enfin, par exemple, pour illustrer ça, enfin, qu'est-ce que tu as fait hier, par exemple? La journée d'hier, elle a consisté en quoi du matin au soir? C'était quelle mission? Ok. La police. Donc en fait, en ce moment, on a un système qu'on est en train justement de vouloir passer de manière productivisée, je sais pas quel est le mot. C'est un truc un peu compliqué. Il y a de la IoT, il y a un certain nombre de composants qui sont pas des composants classiques. Et donc ma journée d'hier, elle a consisté à prendre le travail qui avait été fait sur la réalisation du modèle sous-jacent et à faire en sorte qu'il puisse être APIisé, c'est-à-dire en fait exposé comme un service sur Internet qui peut être consulté par une autre brique, etc., etc. Ma journée d'hier, c'était ça. Enfin, une partie de ma journée d'hier, c'était ça. C'était prendre du code, le mettre dans une petite boîte, pousser la petite boîte au bon endroit et m'assurer que c'était tout bien allumé. D'ailleurs, je suis pas arrivé, donc j'ai un peu continué ce matin, mais en tout cas, j'ai quand même passé D'accord. pas mal de ma journée d'hier. Ok. Ok. Ouais, déjà, c'est plus clair par rapport aux missions en tant que telles. Maintenant, j'aimerais bien aborder aussi la problématique, évidemment, du recrutement. Donc, imaginons que, Oui. voilà, je suis un étudiant, je suis intéressé par rejoindre le domaine de l'IA, aussi vaste soit-il. Concrètement, c'est à quoi un petit peu les process de recrutement? On va parler peut-être d'entreprises où, voilà, où c'est peut-être c'est que tu connais le mieux actuellement et dans laquelle tu peux mieux parler. Concrètement, demain, si je veux Mhm. postuler, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des tests, je sais pas, psychotechniques ou des mises en situation? Est-ce qu'il y a différents steps aussi de recrutement? Voilà, comment ça se passe? Alors, toujours sur les sujets, toujours sur les profils plutôt techniques, je suis incapable de vous dire si, par exemple, vous voulez faire de la stratégie data en CAB. Je ne sais pas vous dire comment ça va se passer. Il y a des cas, quoi. Je pense que c'est des cas comme on le conseille Bien sûr, ouais, depuis ouais. toujours. Mais pour les profils techniques, aujourd'hui, quasiment tout le monde teste, en vrai. Ensuite, vous avez des gens qui testent beaucoup, des gens qui testent un peu, des gens qui testent moyen, mais tout le monde teste. Donc, vous allez avoir un processus léger. Ça va être quoi? Ça va être un coucou RH, un coucou au chef de l'équipe où vous êtes, avec un entretien technique en moins, je dirais. Un Ok. truc en 3 calls d'1 heure. Ça, c'est le process le plus light, je pense, qui existe aujourd'hui. Ok. Le process le plus méchant, ça va être un truc de fou. Ça va être un truc avec un premier call RH, mais dans le call RH, vous avez des questions techniques. Puis derrière, un projet. Puis derrière, un troisième call technique pour faire du live avec vous. Puis ensuite du board enfin donc du tableau quoi, hein, pendant une demi-journée avec quatre types qui se relayent pour vous faire du mal. Ça doit être le truc le plus énervé que soit possible. Ce qui va être le cas, en fait, ce qui est le cas dans tous les GAFA. Et donc, comme c'est le cas dans tous les GAFA, tous les gens qui veulent ressembler à des GAFA font ça aussi. Donc, c'est un process qui est assez fréquent. Et puis, vous avez les comics complets qui vous disent, voilà un projet super dur qui va prendre énormément de temps, pendant lequel vous avez aucune rémunération de quoi que ce soit, à dans 2 mois. Ça existe Ah aussi. Je ouais, sais quand pas même. s'il faut le faire, ça, mais ça existe. Ah ouais. Non, Ok. j'exagère un petit peu, mais en vrai, je veux dire, le problème, c'est que là-dessus, c'est très compliqué de doser. Si vous faites pas assez, si vous posez pas un filtre assez grand à l'entrée, c'est compliqué derrière quand vous arrivez sur le boulot, Ok. tout simplement.
Ça va prendre beaucoup de temps pour s'y mettre et tout. Et vous allez démarrer dans tellement de mauvaises conditions que ça va être très compliqué, en fait, à moyen terme. Vous voyez, de gagner. Si vous gagnez en compétences au début, mais que vous avez eu tellement de mal en arrivant, ça crée une dynamique qui est souvent très compliquée à corriger dans le futur. À l'inverse, les gens qui testent trop, ils perdent aussi les candidats qui vont dire moi je vais pas passer. Voilà. Donc chacun essaie de trouver son trade-off en fonction du flux en fait de CV, de profil qui est affiché. Qu'est-ce qui te plaît dans ce domaine, justement, dans ce travail? Peut-être aussi que tu fais les choses qui te font un petit peu kiffer, des choses où voilà, c'est un peu plus compliqué, qui te déplaisent un petit peu aussi. Forcément, les plus et les moins. Qu'est-ce qui me plaît? Moi, j'aime bien faire de la technique. Ça me plaît encore beaucoup. C'est le fait de coder, typiquement, c'est un truc qui, moi, me plaît. C'est un exercice intellectuel que j'aime bien. J'ai vu des gens s'éclater sur plein de types d'exercices intellectuels dans la vie. Il y a des gens qui adorent faire des slides. Moi, j'aime bien ça. Ça m'a toujours plu. Voilà, donc ça m'amuse au quotidien. C'est-à-dire qu'une journée où je peux coder toute la journée, c'est toujours une bonne journée. Même si en fait je vais m'arracher les cheveux, je vais pleurer, je vais insulter à peu près tout le monde pendant peut-être, mais ça reste une bonne journée pour moi. Pour toi, c'est une bonne journée. Oui, donc c'est ça. Tu m'as demandé, c'est ça, perso, hein, je te réponds pour moi. Je peux pas répondre pour tout le monde, mais voilà, moi ça m'a toujours plu ça. Donc j'aime faire ça. J'aime aussi en fait fondamentalement, je fais pas ça juste parce que j'aime coder, parce que si j'aimais juste coder, je pourrais faire plein d'autres choses que coder. Je dirais que, enfin, coder dans plein d'autres types d'endroits ou de plein d'autres types de systèmes. Ensuite, je crois profondément à deux choses. Je crois profondément à ce qui est sous-jacent à ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que je sais pas si c'est un game, j'ai rien à vendre en fait. Donc je vais pas vous dire c'est un game changer. J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que, en tout cas, si moi je me suis investi là-dedans, c'est que profondément j'y crois, au sens où je crois que on peut raisonner mieux, on peut raisonner de manière plus rationnelle, on peut raisonner de manière plus objective, et que toute cette mouvement de pensée, il va dans cette direction-là, et ça c'est un truc auquel moi je crois profondément et qui me plaît. Voilà. Et les trucs qui me plaisent pas, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est un peu moins. Même réponse que tout à l'heure, je suis confiné depuis 1 an et demi, les trucs qui me plaisent pas, j'en ai marre d'être chez moi, Ouais. comme tout le monde. Mais sinon, les trucs qui me plaisent pas dans mon boulot, j'aime pas trop faire des lives Instagram, hein, c'est mon premier, mon dernier. Sinon, ça va. Non, ça va. Mais attends, mais il n'y a pas de travail en présentiel un petit peu du retour Si, quand même? ça y est, on reprend un petit peu là, on reprend Ok. doucement. C'est juste que, c'est une blague facile que je peux faire plein de fois et qui marche toujours, donc c'est toujours cool comme béquille. Et puis au-delà de ça, quand même, on reprend doucement, quoi. Hein. On a tous vécu les derniers mois, c'était pas marrant. Ok. Et quel conseil tu donnerais à un étudiant voilà, qui connaît pas trop ce domaine-là? Il est curieux, on lui dit voilà, c'est l'avenir, il faut que tu t'y intéresses, c'est partout. Quel conseil tu donnerais quelqu'un dans ce cas-là qui est en train de se sensibiliser petit à petit à ces enjeux? Je pense que quelle que soit la voie dans laquelle vous souhaitez aller, c'est-à-dire qu'elle soit technique, qu'elle soit non technique, etc., il y a une espèce de base qui n'est pas spécialement technique, mais il faut vraiment comprendre ce que c'est que ces histoires de modèles de machine learning. Il n'y a pas besoin de faire une thèse, il n'y a pas besoin d'être ingénieur, mais par contre, cet exercice-là, je pense il est sain et il faudrait que tout le monde le fasse. Enfin, tout le monde le fasse. Non, je veux dire que toute personne qui voudrait s'investir là-dedans, elle devrait au moins passer par cette case-là. Aujourd'hui, le truc, c'est que cette case-là, elle est très, très facile à atteindre. Vous allez sur Kaggle, vous prenez un truc complètement idiot comme le Titanic, vous allez sur le premier notebook et vous lisez ça. Ça fera pas de vous un data scientist, un machine learning engineer, je sais pas quoi, je sais pas ce que je dis, hein, attention. Je dis juste que c'est un exercice de pensée qui prend 2 heures et qui devrait faire du bien à toute personne qui veut s'investir là-dedans. Et ensuite, je pense que pour quelqu'un qui voudrait justement aller sur des choses plus techniques, là, il n'y a pas 36 façons de faire. Il faut faire un peu de maths, mais il y a plein de bouquins, plein de cours, plein de choses aujourd'hui. Il faut pas non plus imaginer qu'il faut être
un immense spécialiste des mathématiques de ceci ou cela, il n'y a pas besoin, mais il faut avoir des bases. Bien sûr, ouais. Et puis ensuite, il faut investir beaucoup de temps et d'énergie dans du développement et dans de la compétition. Il y a plein de gens qui disent que Kaggle c'est nul, que ça ressemble pas au métier et tout. C'est assez vrai que ça ressemble pas au métier au quotidien. Mais déjà, j'aimerais bien savoir combien de métiers ont des plateformes sur lesquelles un étudiant peut aller et ils vivent exactement le quotidien du métier en question. J'en connais pas. Mais par contre, Kaggle, je trouve que c'est un bon point d'entrée. Moi, c'était le point d'entrée que j'avais eu quand j'étais en M2 perso. C'est d'ailleurs pas ce que j'avais choisi de faire en sortie de M2, hein. Donc Ok. je dis pas que, enfin, j'avais choisi de faire une thèse, donc ça m'avait pas convaincu au point de me dire je veux absolument stopper maintenant et faire ça. Mais je trouvais que c'était un bon point d'entrée. Je trouve qu'encore que c'est un bon point d'entrée. Comment tu écris Kaggle? Ok, K-A-2-G-L-E. ok, D'accord, ok. d'accord. Mais attendez, là je leur fais beaucoup trop de pub, hein. Ça a été racheté par Google et tout. Enfin, Ah oui. sinon, ouais. Et bah, il faut en développer un chez Suez alors. Alors, il y en a quelques-uns français, Ah, en tout cas. Alors, je pense qu'aucune Suez développera. Enfin, je pense pas qu'une boîte ait vocation à développer ça seule. Par contre, ce que vous voyez en France, mais je connais pas assez. Et ça vient juste parce que je suis de l'époque à laquelle j'ai appris. À l'époque, il y avait que ça, et c'était déjà un truc de fou. Personne n'avait jamais fait un truc comme ça, etc. Aujourd'hui, il y a plein de plateformes. Il n'y a pas que Kaggle, il y en a plein d'autres. C'est juste moi qui connais pas. Je suis désolé. Et il y en a des françaises. Et en fait, l'idée, souvent, c'est que des boîtes comme Suez ou plein de boîtes industrielles de grande taille vont utiliser ces plateformes pour soumettre des compétitions. Kaggle, c'est qu'une plateforme sur laquelle des boîtes soumettent des compétitions. Alors, comme Kaggle, c'est une plateforme américaine, vous allez surtout voir des boîtes américaines. Les Ok. boîtes françaises vont plutôt avoir tendance à aller voir des plateformes françaises. Je sais qu'il y en avait une, qu'elle a disparu, qu'elle a été rachetée. Je suis vraiment là-dessus, je sais pas. Je n'ai pas bossé ça avant, je suis désolé. pas de souci. Mais il y en a Pourquoi plein. pas. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur celle-là. Il y en a d'autres. Il y en a en français. Il y a, il y a plein de plateformes. Ok, donc voilà, l'idée c'est de se renseigner un petit peu, d'essayer de s'immerger aussi, et avec des plateformes comme celle-ci, quoi. Ok, de dire notebook. Mhm. Ouais. En tout cas, je pense que ça, c'est une bonne représentation des questions qu'on se pose. Les questions qu'on se pose, c'est on a des données, et donc ces plateformes-là, ce qu'elles font, c'est qu'elles mettent à disposition leur infrastructure en disant à une boîte, mets tes données là, et dis-nous en fait ce que tu essayes je parlais au début d'apprendre avec des données la relation qui existe entre une entrée et une sortie, typiquement. Et donc, typiquement, ces boîtes-là, on va leur dire, mets tes données et puis dis-nous là-dessus ce que tu aimerais avoir comme sortie et la prédire avec quelle entrée. Et puis, tout le monde va essayer. Euh, et c'est assez cool, c'est très gamifié, vous avez des leaderboards, etc. Enfin, c'est fait pour qu'il y ait de la dopamine, mais profondément, cette question-là et cette façon de se la poser, vous allez la trouver partout. Ça reste l'essence de ce qu'on fait. Ensuite, quand les gens disent oui, mais ça ressemble pas à la vraie vie, ils ont raison parce que ce qu'ils veulent dire, c'est que dans la vraie vie, il n'y a pas un dataset tout cuit qui va tomber du ciel à quelqu'un qui dit bah voilà, ça c'est mes données, c'est gentil et je veux ça en fonction de ça. C'est pas vrai. Déjà, la donnée, c'est un truc très compliqué, ça vit dans 62 systèmes. Enfin, c'est un sujet à part entière. Et puis même en fait, le fait de quelle question on est en train de poser, comment on la formule, qu'est-ce qu'on essaye de comprendre. C'est pas du tout ni immédiat ni évident. Et c'est là où d'ailleurs il n'y a pas que des gens techniques, il y a aussi des profils beaucoup moins techniques qui vont intervenir pour en fait avoir un peu cette démarche d'idéation avec les métiers pour arriver à formuler quelle est la question qui est d'intérêt, etc. Et une fois que la question a été formulée, ça devient un sujet technique. Ok. Ok, tout un process. T'as une question ou deux pour terminer aussi? Oui, moi c'était juste par rapport à tout le débat éthique qui est autour de l'IA aujourd'hui. Et du Ah. coup, est-ce que dans ton quotidien, tu as eu des missions qui étaient plus orientées IA for good et tu sentais que, enfin, il y avait un sens à ce que tu faisais et que ça avait un impact positif? Je trouve que les deux trucs dont j'ai parlé, c'est-à-dire en fait aider Suez à mieux recycler les déchets ou aider Suez à garantir qu'il y a toujours de l'eau potable chez les gens, c'est plutôt de l'IA for good. Mhm. Euh, Enfin, ou en tout cas, voilà, je trouve ça plutôt bien intentionné, quoi, hein. Vous allez me dire ensuite, ça reste un métier, mais enfin bon, c'est quand même, ça va plutôt dans ce sens-là, et c'est ce que Oui. je voulais d'ailleurs par rapport à d'autres choses. Euh, et voilà, et donc je pense qu'on travaille sur des sujets qui sont assez positifs, qui justement
traite des questions de recyclage, traite des questions de traitement des déchets, traite des questions en fait de traiter les émissions de notre consommation, traite aussi de la question de garantir que tout le monde a de l'eau, voilà. Ok. Bon, ça c'est plutôt des sujets intéressants Ouais, je trouve, ouais. et positifs pour le coup. Ouais. Enfin, en tout cas, j'ai pas plus positif là, pour le Ouais, moment. non, pour le coup, Ok. c'est- Ok, ok. Et aussi, enfin, sur les projets que tu nous as cités, il y avait, enfin, j'ai cru comprendre qu'il y avait, c'était un travail qui se faisait dans des équipes. Et du coup, quels sont les Mhm. métiers avec lesquels tu collabores et comment ça se passe, comment vous vous organisez en tant qu'équipe? Bien sûr. Alors déjà, donc il y a une équipe. Déjà, la partie technique, c'est souvent une équipe. C'est souvent plusieurs personnes qui vont collaborer. Alors ensuite, la façon dont elles collaborent, bon, ça dépend exactement d'où vous. Ouais, si, ouais, je sais pas. Mais profondément, la façon dont une équipe collabore, ça soit un process dicté de l'espace, soit par exemple chez Suez, c'est relativement on a des guidelines générales et puis ensuite on s'arrange entre nous. Donc on essaye en fait d'avoir toujours quelqu'un qui développe, quelqu'un qui review, on essaie d'avoir une discussion en fait, profondément, je dirais. Et puis on collabore bien entendu avec quelqu'un qui va être plutôt en charge du produit sur lequel on est en train de travailler, c'est-à-dire pas des aspects techniques, mais des aspects qui sont vraiment product. Qu'est-ce qu'on est en train de faire, comment on priorise, qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce qui vient dans un second temps, comment on avance les choses et comment on évalue tout au long de la façon dont, en rapport à cette priorisation, la valeur business qu'on est en train de dégager. Donc là, vous avez un rôle de product owner qui peut être de plein de profils aussi. Je suis pas assez compétent pour là vous faire une généalogie des différents profils de product owner, mais clairement vous avez une interaction avec un product owner. Et puis vous avez l'interaction en fait avec les métiers, les gens qui alors vous pouvez voir ça de manière purement consommatrice, genre vous fournissent la donnée, mais en vrai surtout des gens qui ont énormément de savoir, qui sont vraiment les experts pratiques du sujet qui est en train de se poser, qui ont potentiellement vu plein de choses, qui ont un savoir, si vous voulez, qui serait un peu stupide de négliger, quoi. Hein. La donnée, c'est sûrement pas tout, et c'est ça vos interlocuteurs après, c'est des gens qui vont être en capacité de mettre en lumière de leur connaissance réelle du métier, du fonctionnement des choses, ce que vous êtes en train de faire. Vous faites pas un truc en chambre. En tout cas, dans une boîte industrielle, et en particulier dans une boîte comme Suez, si vous êtes dans une boîte qui fait vraiment du logiciel pour du logiciel, c'est peut-être moins vrai parce que vous avez pas ce genre de truc-là. Mais si vous bossez sur les canalisations pour le traitement de l'eau, Ouais. il y a des gens qui connaissent vraiment ce sujet-là, qui ont passé leur vie dessus. Il y a des formations entières. Moi, je suis absolument incompétent. Et donc, imaginez que quelqu'un comme moi va faire tout seul dans sa chambre en prenant des données, ça, c'est grotesque. Ça n'a pas de Donc, sens. Ouais. Ouais. votre troisième type d'interlocuteur, c'est le type qui ou la femme qui connaît vraiment la mécanique et le sujet sous-jacent, le Ok. métier. Du coup, beaucoup d'échanges avec d'autres parties prenantes aussi, ok. Ouais, Ouais, forcément. Mais c'est comme conseil finalement ça fait aussi. vraiment. C'est comme, Ouais, comme on conseille en fait. Ouais, on va discuter avec les gens sur le terrain et tu vois, c'est. Ok, bah, du coup, tu n'es pas cloîtré dans ta chambre tout seul à coder, quoi. Il y a non, vraiment non, des pas gens du tout, pas aussi. du tout, pas du tout, pas du tout. Je donne cette impression même parce que je suis un type triste. Mais non, mais profondément, en tout cas, c'est vrai que c'est une vraie part de ce métier, d'être capable d'expliquer ce qu'on fait et d'être capable d'écouter ce que les gens vous disent et leur appréhension. Enfin, si vous voyez ça comme je sais pas, les types qui ont développé Doom, ça marche pas comme ça. C'est pas trois types dans une chambre pendant 6 mois tout seul. Ça, c'est pas possible. Et donc, comme c'est pas possible, si en fait vous travaillez pas aussi cet axe-là, cet axe de présentation. Alors, je dis pas forcément de manière technique. Hein, moi, si je vous envoie un PowerPoint, vous allez pleurer du sang. Mais par contre, en fait, en tout cas, s'exercer ou réfléchir à comment on présente les choses, quel est le raisonnement qu'on a fait, et pas le garder pour soi, et être capable de l'expliquer. Voilà. Mais ça, en fait, généralement, quand on a fait une école d'ingénieur, des maths ou je sais pas quoi, c'est une grosse part du boulot. De Ok. dire la réponse, c'est pas 12 parce qu'on s'en fout que ce soit 12, mais c'est comment tu arrives à 12. Et d'ailleurs, je suis sûr que c'est pas uniquement en maths, etc. Je suis sûr que c'est le cas aussi en école de commerce. Quand on veut justifier un forecast ou un quelconque élément, ben, on est capable d'émettre un raisonnement et c'est sur ce raisonnement-là qu'on est jugé in fine. Ok, c'est très complet, hein. Ah, toi, t'en parles de manière très fluide. Ça se voit que tu connais bien.
Bah, en fait, ça a du bol, hein, parce que j'ai démarré il y a pas longtemps du tout. Donc vraiment, non, ça s'est bien goupillé, notre histoire. Ouais, c'est que Ok. t'apprends. Et même du coup, enfin, sur ton parcours, il y avait un peu, enfin, ça reste très maths, mais il y a un peu de tout. Il y a eu de la modélisation, enfin, même ta thèse. Qu'est-ce que tout ça t'a apporté, enfin, et pourquoi t'as décidé de suivre ces spécialités-là? Les maths? Enfin, les maths, après, enfin, comment Ah, ton parcours il s'est enchaîné dans ton M1 avec ton M2? en M1, j'ai fait comme peut-être plein de gens, j'ai fait un M1 générique. J'ai fait maths Ok, pure. Euh, je savais pas ce que je voulais faire quand j'étais en M1. Je crois pas ça une seule fois. Enfin, je vais pas vous dire que oui, j'étais sûr que je voulais faire. Déjà, ça existait pas comme métier quand j'étais en oui, M1. Je vais pas dire mon âge, mais c'est pas très grand, mais ça existait pas comme métier ok, quand j'étais en M1. Ouais. Non, non, je plaisante, je m'en fous, mais j'ai eu un peu plus de 30 ans, quoi. Et il y avait pas de ça. Et ouais, j'ai beaucoup plus que ça en vrai. Et donc, quand j'étais en M1, j'ai pris maths pure parce que je voulais faire des maths, j'aimais bien faire des maths. Ensuite, ok, pourquoi j'aimais bien faire des maths? On peut faire un truc psychanalytique si tu veux, mon père, ma grand-mère, etc. Mais enfin bon, en tout cas, j'aimais bien ça. Donc, j'étais allé en maths pure et puis je m'étais dit, pendant le M1, on verra. Je sais pas comment ça marche maintenant, mais à mon époque, en M1, c'est là où on commence à se spécialiser un petit peu. Une espèce de tronc commun, une espèce de tronc commun au début, et puis il y avait des spécialisations à la fin. Et en spécialisation, j'avais fait stats, ça m'avait plu. Je trouvais ça rapprochait un, faire un peu des maths, et puis deux, se poser des questions sur plein de sujets. En fait, comme moi, j'avais pas envie de faire, j'étais un très mauvais monomaniaque. J'avais pas envie de faire un sujet, ce qui est une mauvaise chose. Hein. Les types vraiment brillants sont des monomaniaques purs. Moi, je suis pas un type brillant et pas un monomaniaque. Et donc, en stats, c'était cool parce que un coup, je pouvais voir un jeu de données qui venait de la biologie, et puis le lendemain, un jeu de données qui venait de comment fonctionnaient les turbines dans un avion, et puis le surlendemain, je pouvais voir. Voilà, il y avait plein de sujets auxquels je connaissais à peu près rien. C'était toujours, il y avait toujours cette curiosité permanente de se dire, bah c'est cool, on peut, ou des fois c'est peut-être pas toujours tout, hein, mais il y avait plein de trucs marrants. Et c'est ça qui m'a plu. Ça, c'est ça qui m'a embarqué. Ensuite, j'étais en M1, j'ai dit à ma prof de M1, je fais quoi maintenant? J'ai envie de faire ça. Et puis c'est elle qui m'avait aidé à me dire, ben, faudrait que tu fasses un M2, faudrait que tu fasses un M2 spécialisé là, parce qu'il faut commencer à se spécialiser. Et j'avais fait un M2 spécialisé. Et à l'époque, j'avais même pas fait un M2 spécialisé en machine learning slash data science. J'avais fait un M2 de maths financière parce que c'était là où la plupart des maths appliquées vivaient. En tout cas, à PC, enfin, là, dans mon université d'origine, les maths appliquées vivaient dans le chapeau maths financière où il y avait plein de trucs, ok, dont un type comme moi qui a fait son année de M2 sans prendre un cours de maths financière, quoi. Je voilà, j'en ai pas fait. C'est d'ailleurs probablement une erreur parce que c'est pas inintéressant. J'aurais bien aimé en faire en vrai, c'était con. Mais j'en ai très peu fait, quoi. Et j'ai fait des stats, etc. Et puis toujours cette idée en fait qui est très ancienne en stats que le truc cool en stats, c'est que vous passez votre temps à aller jouer dans le jardin des autres, quoi. Je paraphrase Tukey mal parce que je traduis mal le truc, mais c'est ça, c'est vraiment. J'ai bossé avec des gens. Là, on parlait de comment l'eau s'écoule ou comment on traite les déchets. C'est un sujet auquel je connaissais absolument rien il y a 9 mois et je trouve ça super intéressant. Avant ça, je travaillais avec des gens qui s'y connaissaient super bien sur des trucs du type quelles sont les bestioles qui vivent sur la peau des gens et quelle crème on met dessus. Je connaissais rien, je trouvais ça intéressant. Avant ça, j'ai pu bosser avec des gens qui m'expliquaient qu'en mélangeant 1, 2, 3, 4, 5, 17, 18 et tout, ils faisaient du Chanel, c'était super. J'y connaissais rien, c'était intéressant. Enfin, le truc cool de mon métier, profondément, ça a toujours été ça. Ça a toujours été de se dire, t'as un apprentissage technique, tu apprends à faire un truc, et avec ce truc-là, tu vas voir plein de secteurs d'activité de l'intelligence Voilà. humaine, quoi. Ça, c'est vraiment top, je trouve. C'est top. Voilà. Bon, ok. c'était un peu le moment larmoyant des trucs. Pour finir sur une bonne note. Écoutez, moi, j'ai pas plus de questions là. Là, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, c'est hyper Euh, inspirant. non, je pense qu'il y a pas de questions sur le chat. Non, pas l'impression. Si, peut-être une. Je regarde.
faire la différence entre data analyst et data scientist, si tu veux répondre. Ah oui, Ouais. ouais. Alors je sais pas forcément répondre, hein, soyons très clairs. Encore une fois, ça me semble encore flou, mais je peux me planter. Hein. Souvent, data analyst, c'est ce que je mettais plutôt du côté de la business intelligence, de l'aspect de j'ai la donnée du passé et j'essaye de me faire un avis clair sur ce qu'elle veut dire, ce qui est pas du tout évident. Hein. Ce qui peut aussi utiliser des statistiques, ce qui peut aussi utiliser un certain nombre de techniques de modélisation. C'est pas du tout ce que je dis. Hein. C'est pas comme si c'était juste t'as qu'à faire la moyenne en comptant les lignes, c'est pas vrai. Mm. Mais mais pour moi, c'est plutôt cet aspect, j'ai de la donnée, je l'agrège, j'arrive à synthétiser de l'information qui est contenue dans la donnée, alors que data scientist, c'est plutôt un boulot qui est souvent généralement tourné vers, je suis capable de prédire ce qui va se passer étant donné de la donnée. C'est un peu vague, c'est un peu faux, c'est un peu pas terrible comme réponse, mais c'est ce que j'ai de mieux. À creuser alors, à creuser, à creuser. Non, c'est une vraie À question creuser, à creuser. parce que c'est vraiment, enfin, les deux termes reviennent très souvent et Mm. c'est vrai que ouais, ça confond, enfin, ça perturbe beaucoup de gens. Donc ouais, moi, Ouais, ça m'inspire pour un article d'ailleurs. C'est il y a intéressant. des gens qui disent des choses complètement différentes. Il y a des gens qui disent, par exemple, que data analyst, c'est plutôt une position junior qui se déplace vers. Il y a des gens qui disent ça. J'en sais rien. Moi, je l'ai pas, dans mon expérience perso, je l'ai pas vu comme ça. Mais dans mon expérience perso, j'ai croisé très peu de data analyst. Ou alors Ok, dans des fonctions plutôt business, plutôt business chiffré, quoi, je dirais. ok, d'accord. Ok. Moi, j'avais juste une dernière question. Enfin, tu avais parlé de codage et tout. Enfin, comment tu fais et dans quel langage tu codes et tout. Enfin, c'est. Avec Google. Oui, non. Mais enfin, enfin, c'est quoi les langages que tu utilises et enfin, est-ce que, enfin, ça t'arrive de chercher sur Internet à côté? C'est une formation qui dure ou enfin, c'est t'apprends à coder et après tu t'arrêtes? Alors, là-dessus, ok, ça c'est facile. Alors le langage, on s'en fout un peu, mais le Ok, standard, c'est Python aujourd'hui pour tout le monde. Il y a plein de trucs fancy, il y a plein de trucs cool. J'ai été un peu plus jeune et je me suis dit, ouais, ça c'est le futur, etc. Ça s'est avéré être faux. Mais disons que Python, c'est le standard. ok, Donc Python plus autre chose, autant que vous voulez, mais il faut au moins Python, en fait, donc, ou R. Python ou R, absolument nécessaire. Ensuite, si vous avez envie de faire du... Oh là, je suis tout seul. non, non, je suis encore Ah là, non, c'est juste. normalement. Ok, très bien. Donc ça, c'est le standard. Ensuite, sur comment ça se passe au quotidien, euh, toute personne qui vous dit qu'elle regarde pas Internet en continu en développant, soit est un génie, si possible, hein, soit ment. Donc moi, je suis pas un génie et puis je vais pas vous mentir. Donc ouais, je regarde sur Internet en permanence. Je vais sur Stack Overflow tout le temps. Ok. J'essaye en fait de lire un petit peu ce qui est écrit avant de copier-coller. Ok, Mais ça va. Enfin, on a tous des deadlines, on a tous des. Enfin, voilà. Donc en vrai, c'est un truc continu. C'est pas un truc du genre j'ai appris et c'est terminé. Déjà parce qu'en fait technologiquement tout Ah évolue. ouais. Les langages ils évoluent, leurs versions les évoluent. Donc il va falloir faire ça toute votre vie si vous restez là-dedans. Et ça se fait avec Internet. Enfin, je veux dire, à part peut-être deux, trois machines de l'espace, pour tout le reste des humains, ça se fait avec Internet. Et c'est cool, hein. C'est beaucoup plus simple avec Internet que ça l'était il y a 40 ans quand il n'y avait pas et qu'il fallait, voilà. Ok, très bonne réponse. ok. Bon, écoute. Je pense qu'on a une dernière question dans le, enfin une autre question dans le chat. Comment, enfin tu gères les nouvelles types de données? Je sais pas si c'est ce que la personne a voulu dire et comment tu te familiarises avec, enfin de nouveaux sets de données, des données que t'avais pas, des types de données que t'avais pas traitées avant. Je pense si j'ai bien compris la question. Mm. Waouh. Alors, comment je me familiarise avec des nouvelles données? Je sais pas, chacun sa tambouille de ce point de vue-là. Je peux répondre, mais je prétends pas que la réponse que je vais donner, elle vaut pour quelqu'un d'autre. Euh, Moi, mon idée, elle est toujours assez bête. C'est que déjà, j'ai fait beaucoup de maths, enfin mal, mais j'en ai fait pas mal. Et donc, en maths, l'idée souvent, c'est que tout est trop compliqué. Comme tout est trop compliqué, il faut regarder des choses où je vous dis, je vais te parler d'une voiture, tu dis non, pas une voiture, c'est trop compliqué. Alors, je vais te parler, non, parle-moi d'un carré. Un carré, ça, je veux bien parler d'un carré. Voilà, les matheux, c'est plutôt ça, souvent. Et en fait, un carré, c'est compliqué. Donc, il reste du boulot. Enfin, vous voyez, ça fait quand même des siècles qu'on y est, on n'a pas terminé, quoi. Donc, ce truc-là, je l'ai gardé. C'est-à-dire, au début, quand les gens viennent me voir, un, ce qu'ils regardent est très compliqué.
2, ils savent plein de trucs sur ce qu'ils regardent que je ne sais absolument pas. 3, la réponse, c'est pas je m'enferme dans ma chambre, je lis 22 thèses, 6 bouquins, et je ressors 2 mois plus tard en disant ça y est, j'ai compris. Non, non, je suis pas capable de faire ça. Donc, ce que je fais généralement, c'est que j'essaie au début de simplifier à mort. Je fais des petites boîtes, je dis donc ça, je comprends vaguement ce que c'est comme concept, et puis ça doit être lié à ça comme concept. Et en fait, j'essaie de me faire un modèle mental le plus simple que je puisse concevoir et garder en tête. Et en fait, comme je manipule les données en continu, petit à petit, ce modèle mental, je vais me rendre compte qu'il est déconnant, je vais me rendre compte qu'il manque des trucs, je vais comprendre en fait qu'il y a des simplifications qui étaient trop fortes que j'ai faites et tout, et puis je vais les relaxer petit à petit. J'arriverai jamais à le relaxer au point de quelqu'un qui connaît vraiment ce sujet-là et qui est un expert du truc et ça fait 15 ans qu'il fait ça. C'est impossible. Vous avez vu, je vous ai dit que le nombre de domaines qu'on peut être amené à voir, vous n'allez pas devenir un expert en tout. Vous y passerez. Enfin, c'est même antithétique avec le fait d'être un expert en forêt. Donc non, je fais pas ça, mais j'arrive à le relaxer jusqu'à avoir une compréhension suffisante pour pouvoir faire le boulot. Alors, où est-ce que c'est suffisant pour pouvoir faire le boulot? C'est vraiment du cas par cas, ça dépend vraiment des sujets. Je suis incapable de vous dire. C'est-à-dire, si vous vous demandez comment vous pouvez faire des choses sur le recyclage, ça ne veut pas dire pour autant que demain on vous met dans une usine, on vous file un tournevis et on vous dit vas-y, règle tout. Ok. J'aimerais bien, mais ça me semble vraiment une connerie. Ok. Bah, merci beaucoup pour C'est bon? Oui, Cool. je pense qu'on a fait le tour. Il n'y a plus de questions sur le chat. Je sais pas, Benjamin, si tu veux rajouter quelque chose. La date disponible en replay, Oui. pour revoir au cas où les. Ah, c'est pas un truc qui disparaît. Ah, C'est un truc qui va me suivre toute ma vie, ça. Ah, ça va rester. Super. On va leur, Super. on va leur rediffuser pour les gens qui ont pas Si trop t'es pas regardé. sur Instagram, ça va. Génial. On pourra faire ça. Super. Non, mais merci beaucoup à vous. J'espère que ça vous allait. Et puis, écoutez, en tout cas, c'est un métier cool. S'il y en a parmi vous que ça amuse et qui ont envie de faire ça, moi, je peux que les encourager. Il y a du boulot. Ouais. Ensuite, il faut bosser. C'est vrai. Mais c'est comme tout. Hein. Ok. Voilà, Oui. j'ai voulu finir sur un truc parfaitement con. Et alors là, je pense que finir sur il y a du boulot, mais il faut bosser, c'était difficile de faire plus bête, quoi. Donc, je suis assez content. Ok. Non, bah, ok, merci. Merci pour toutes les réponses. On espère que ça aurait été utile à un maximum de gens. Et puis on met ça en replay de toute manière pour ceux qui n'ont pas pu assister ou qui ont pu assister que partiellement, quoi. Super, merci beaucoup. Merci à vous deux. Au revoir. Ciao, tout le monde. Au revoir.